avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Directeur général de Tikeo IM et Esti Dweck avec nous également en plateau. Bonsoir Esti. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directrice des investissements de Flow Bank. Parlons de l'ambiance du jour sur les marchés et des banques centrales bien sûr. Donc hier c'était le soulagement avec Jérôme Powell. Aujourd'hui c'est l'angoisse avec Andrew Bailey et la Banque d'Angleterre. Un mot quand même de la situation que doit affronter aujourd'hui la Banque d'Angleterre. On parle quand même d'une grande banque centrale qui a quand même quelques années d'expérience, même si elle est parfois difficile à suivre. Mais quand même, la Banque centrale d'Angleterre nous dit on va avoir 10% d'inflation en fin d'année au Royaume-Uni et pendant 2 ans, 0% de croissance. C'est assez effrayant, ça c'est sûr. C'est vraiment le scénario, enfin pas catastrophe, mais le scénario dont tout le monde a un petit peu peur, cette stagflation où on aurait vraiment la croissance qui s'arrête après le rebond post-Covid. Il ne faut pas oublier que la Banque d'Angleterre, ou que l'Angleterre en général, est quand même à deux choses un peu particulières. On a quand même une forte baisse du sterling sur un certain nombre d'années. Donc l'inflation en Angleterre est toujours bien plus haute que ce qu'on voit dans d'autres pays, y compris clairement dans l'Union européenne. Et puis on a quand même le Brexit, qui a finalement été un petit peu caché sous l'effet du Covid. On n'a pas vraiment vu l'impact direct. On a entendu sur certaines parties le manque de camionneurs et autres choses. Mais à un moment, il y a quand même un impact croissance qui se révèle peut-être plus aujourd'hui aussi. Mais c'est sûr que ce n'est pas le seul pays qui va être, alors peut-être pas avec des chiffres aussi extrêmes, oui, c'est pas le seul pays qui va être dans ce genre de cadre. Le schéma est peut-être exacerbé au Royaume-Uni pour les facteurs que vous avez cités, mais c'est quand même une idée qu'il faut avoir en tête peut-être pour d'autres zones également. Tout à fait. Pour l'Europe, clairement, parce qu'on a alors de l'inflation principalement liée à l'énergie et donc au conflit en Ukraine, mais une situation où on sait que la croissance va fortement ralentir. Et donc, est-ce que ça sera un sentiment de récession ou une récession au terme technique? Ça sera à peu près pareil probablement pour les gens. Et puis, aux États-Unis, finalement, on a quand même la croissance qui devrait rester bien plus solide, je pense, qu'ailleurs. Sauf si la Fed s'emballe un petit peu trop, mais l'inflation qui risque de rester plus élevée pendant plus longtemps aussi. Je reprends le cas de la Banque d'Angleterre, Nicolas, quand on voit la réaction de marché du jour, attention, ça peut être des réactions de marché de courte durée, donc je ne veux pas extrapoler ce qui se passe. Chute du sterling, gros rallye obligataire sur la partie britannique, avec des taux longs et des taux courts qui se détendent considérablement. Le marché semble dire à la Banque d'Angleterre, vu la situation que vous devez affronter, il faut arrêter de remonter les taux, ou en tout cas, il faut arrêter de penser à remonter trop fortement les taux. Oui, alors sur la Banque d'Angleterre, je serai très vigilant. Les Anglais roulent à gauche, donc on a du mal à les comprendre de vue d'Europe déjà. Et on a toujours du mal un peu à décrypter quand même ce qu'ils font. Je constate qu'ils ont monté de 25 points de base, mais qu'il y a eu de l'opposition, puisqu'il y en a certains qui voulaient monter de 50 points. Il y en a quand même 2 qui voulaient rien faire. Donc moi j'ai quand même du mal à comprendre un peu visiblement au sein du board quelle est leur vision. Après, ce que retient le marché, c'est que trop d'inflation à un moment pénalise la croissance. Et on peut faire un lien assez simple partout en Europe, mais dans le monde, entre l'inflation, le taux d'inflation et la confiance des consommateurs. À un moment donné, cette inflation, si elle est trop forte, elle impacte la consommation et elle impacte finalement la croissance économique. Donc vous avez parlé de stagflation, qui est le gros mot qui fait peur, mais en effet c'est ça, et c'est ça que le marché redoute aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de l'argent magique. Ouais. C'est la fin de la croissance magique après le Covid. On retourne dans un monde où on retire la drogue et on retire les sédatifs, et le réveil va être un peu douloureux. Quelle est la réponse monétaire quand on arrive justement à ce niveau de stagflation? Ce matin, c'était Panetta de la BCE qui constate lui aussi que l'économie en zone euro est au point mort aujourd'hui. Il parle de stagnation. Il n'a pas employé, je crois, le mot de stagflation, mais sur la partie croissance, il estime qu'on est à zéro aujourd'hui. Quelle réponse doit-on attendre des banques centrales face à cet environnement qui est plus tout à fait le même? Il n'y a plus de croissance. Alors moi, je dis toujours et je répète, je vais distinguer ce que j'aimerais ou ce qu'on aimerait de ce que nous pensons réaliste et qui va se passer. Aujourd'hui, le travail des banques centrales, c'est de normaliser les taux. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, il n'y a pas le choix. Qu'il y ait de la croissance ou qu'il y en ait pas. Mais on a vécu avec des taux anormalement bas, avec de l'argent magique et des quantitative easing gigantesques. On ne peut pas s'étonner qu'en mettant plein d'argent dans le système, en mettant plein de stimulus fiscal, tout d'un coup, ça fasse de l'inflation.
C'est quand même pas nouveau, ça. Il y a eu une pandémie et une guerre au passage. Nicolas. Certes, Je ne veux pas dédouaner totalement les banques l'équation centrales. monétariste qu'on regardait dans les années 70 disait bien quand même, à un moment donné, tout cet argent magique, ça va quelque part. Donc, bon, il y a de l'inflation. Les taux sont anormalement bas, donc ils doivent monter les taux. Aux États-Unis, l'économie, elle est booming. Disent les économistes américains, disent les gens qui sont aux États-Unis. Elle est booming. Le taux de chômage est au plus bas. En Europe, on est dans une situation différente, au Royaume-Uni aussi, mais il y a une inflation qui est galopante. Les banques centrales, elles doivent un minimum garantir leur crédibilité. La question qui se pose, c'est peuvent-elles monter les taux sans faire cracher l'économie ? Non, et là, je pose la question. Non, mais on a l'impression que même sans monter les taux, l'économie est déjà en train de ralentir. Au moins autant. Il est important du coup de se créer des marges de manœuvre. Ça, c'est quand même, je pense, très important. Si demain, on fait face à des nouveaux problèmes ou des ralentissements, il faut que la BCE ait un minimum de marge de manœuvre. Je pense que ça, c'est un point. On ne peut pas rester avec un taux de dépôt de moins 0,50. D'autre part, il y a la crédibilité vis-à-vis Donc, une croissance zéro négative au Q2 en zone euro, ce n'est pas ce qui devrait faire reculer la BCE à ce stade en prévision des prochains meetings, et notamment du meeting de juillet. Si on parle de la BCE, il y a en effet des tensions assez, je pense, et des dissensions, des désaccords. Mais je pense que la raison qui consiste à monter les taux l'emportera, même si Christine Lagarde, pour l'instant, ne fait pas preuve, comment dirais-je, poliment, de consensus au sein de la communauté financière et au sein du board. Mais peut-être qu'elle va être plus prudente. Mais je pense quand même que la normalisation va venir. Et donc la question, c'est est-ce qu'on normalise sans trop impacter la croissance ? Aux États-Unis, il y a une possibilité. Je pense que c'est faisable. En Europe, vous avez raison de dire, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent conduire l'économie américaine à ralentir. Si on écoute l'allemand de Isabelle Schnabel au sein du board de la BCE, voilà, le temps n'est plus à la parole maintenant, le temps est celui de l'action. Et l'action, il va falloir attendre puisque le prochain meeting, c'est le 9 juin pour la Banque Centrale Européenne et ensuite 21 juillet. Thomas, ça fait longtemps qu'on parle de l'inflation avec vous. Est-ce que vous êtes quand même surpris des niveaux qui sont atteints d'inflation ? Parce que ça fait au moins un an, plus d'un an peut-être, que vous nous préparez à ce réveil de l'inflation. Vous faites partie de ceux qui y croyaient. Le Chacarel. Exactement, voilà. On va pas refaire l'histoire. Mais c'était... Oui, donc l'inflation est là, effectivement. Après, les banques centrales, qu'elles soient coincées, c'était quelque chose qui était... pas forcément écrit, mais en tout cas c'était une possibilité et on est dans ce cas-là. Les politiques budgétaires ont pris le relais pendant la crise de la Covid. C'est probablement encore ces politiques-là qui vont jouer leur rôle d'amortisseur ou pas dans la prochaine récession. Si on élargit un petit peu d'ailleurs le champ de vision au monde, aux États-Unis, les États-Unis ont aussi leurs problèmes. Hein. On commence à voir les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont très chères. Donc ça va avoir un impact sur le résultat des entreprises avec des coûts de matières premières et des coûts salariaux aux États-Unis et au Royaume-Uni qui sont en train d'augmenter très fortement. Et puis de l'autre côté, probablement des revenus qui vont baisser. Ça, plus la disruption des chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde. Et puis la Chine, quand même, qui, pour d'autres raisons, elle a moins d'inflation. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le seul pays qui n'a pas pratiqué de quantitative easing est celui où il y a le moins d'inflation. Mais qui ne va pas croître Oui, c'est ça. Ils n'auront pas de croissance pour autant cette année, donc ils ne vont pas sauver la mise. Le plus inquiétant dans tout ça, peut-être si on remet... si on sort un peu de notre microcosme des marchés, etc., c'est quand même que, à nouveau, c'est probablement les franges de la population les plus défavorisées qui vont souffrir de ça. Et ça, c'est relativement inquiétant, parce que ça veut dire que autant l'Europe, par exemple, sort plutôt renforcée de la crise ukrainienne politiquement, autant la rentrée sociale, probablement dans plusieurs pays européens, et pas que dans plusieurs pays européens, dans beaucoup d'endroits, y compris des pays émergents qui importent beaucoup de matières premières agricoles notamment, va être très compliqué. Donc c'est ça qui est en plus, je dirais, inquiétant, quoi. Ouais. Et dans le policy mix, si on compte plus sur les politiques monétaires, qui ne peuvent pas tout, d'ailleurs, c'est quand même ce qu'on peut retirer aussi, qu'est-ce qu'on va attendre de la partie fiscale et budgétaire ? Parce que la fiscale dominance, la love story entre le monétaire et le budgétaire, ça a été très confortable. Maintenant, il n'y a plus le monétaire.
Alors ça, là-dessus, on a une conviction assez forte, c'est que ça va être il n'y aura pas le choix, ça va être le grand retour des politiques industrielles. Parce qu'en fait, des politiques budgétaires qui visent à irriguer un peu tous les segments de l'économie pour qu'il n'y ait pas trop de dommages vont se révéler relativement inefficaces. Puis surtout, ça va être au-dessus des moyens en fait, des États qui vont devoir faire des choix très forts de politique industrielle, comme dans les grands cycles précédents. Donc ciblé, on ciblera, là on va mettre le paquet. Si on regarde ce qui se passe avec un peu, en tout cas avec notre prisme, c'est que on constate que finalement ces politiques de quantitative easing, on a cherché à prolonger un cycle de croissance un peu à tout prix. Et donc ce cycle de croissance à tout prix qui consiste à mettre plus de dettes, à imprimer plus de monnaie et ensuite à chercher la croissance des résultats pour justifier ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est étonnant ? Non, ce n'est pas étonnant parce qu'en fait on voit très bien depuis plusieurs décennies que ça a un impact sur l'environnement, que ça creuse les inégalités, que ça crée des bulles, mauvaise allocation de capital, donc le E, le S, le G. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on a besoin d'un modèle de croissance plus durable. Et pour avoir un modèle de croissance plus durable, il faut créer de la résilience. Et pour créer de la résilience, il faut faire des paris sur des choses qui créent de la résilience pour les gens et pour les entreprises. Transition énergétique, cybersécurité, digitalisation, créer de la résilience pour les entreprises. C'est là que les États, à mon avis, doivent mettre le paquet, en Europe en tout cas. Et c'est là où l'Europe a encore un petit avantage concurrentiel sur certains secteurs par rapport à d'autres régions du monde. Et on regarde, si on définit bien les objectifs, oui, il y aura de l'argent pour financer ça. Il va falloir, mais ça passera aussi par des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que je pense que les États, les gouvernements ont compris depuis plusieurs années qu'il était préférable, plutôt que de nationaliser des entreprises par exemple, d'essayer d'orienter l'épargne vers des secteurs et ensuite de faire des partenariats avec des asset managers au travers de fonds de relance de l'économie par exemple, pour irriguer ces secteurs-là qui sont en fait des secteurs de croissance. Et donc quand il y aura de la croissance, il y aura de la croissance dans ces secteurs-là, parce que évidemment que tout le monde va devoir s'équiper en cybersécurité, évidemment que la transition énergétique ça va accélérer avec la crise en Ukraine un peu partout, et donc faire des partenariats publics-privés là-dedans, c'est probablement la clé. Donc retour des politiques industrielles, retour des partenariats publics-privés, retour des écosystèmes locaux, grandes entreprises, PME, État, probablement. Ouais. J'aime bien, alors je le présentais pour poursuivre la discussion, là c'était le match du jour, le grand écart sur les marchés européens, Airbus versus Zalando. On se souvient tous de la reprise en K, qui était celle qu'on vendait en 2020, avec alors, la barre du K qui montait, c'était les boîtes stay at home, etc. Oui. Et puis le K s'est complètement renversé depuis quelques mois, quelques trimestres maintenant. Je vois Marriott qui est au plus haut historique, quand Netflix est au plus bas depuis des années, Airbus aujourd'hui qui s'en sort beaucoup mieux quand Zalando a effacé tout son boom Covid, etc., etc. Il y a quand même une forme de revanche là dans la partie action, en tout cas, qui est assez visible, Esti. Complètement. C'est pas tellement surprenant parce qu'on a vraiment, en fait, surtout dans certaines parties du monde, et là on parle de l'Europe, on a une vraie réouverture qui s'est faite plutôt en 2022. On n'a pas eu autant de réouverture. Les Américains, finalement, ont été en confinement beaucoup moins longtemps. Il y a eu des restrictions dans certains États, mais ils ont rouvert plus vite. Après, tout ce qui était en ligne, à continuer, je dirais plutôt communication et autres, parce qu'on a vu que Zoom aussi est de retour au pré-Covid. Oui, à la case départ. On est dans cet environnement où on est en réouverture. On a la TSA américaine qui dit qu'on voit plus que le pré-Covid en termes de réservation, que les gens réservent plus à l'avance qu'avant le Covid. Donc on a maintenant la confiance de se dire cet été ou cet automne, je vais pouvoir partir. Donc on sent vraiment cette reprise. C'est pas très surprenant qu'on ait cette réaction dans les marchés. Je pense là où on voit aussi une certaine revanche, et on en parlait un peu tout à l'heure, c'est plutôt de l'atmosphère très négative des marchés qui fait un petit peu repenser aussi à 2020. Le fait que les acheteurs n'ont pas vraiment envie de rentrer, qu'il n'y a pas vraiment cette confiance, qu'on attend une baisse alors qu'on est déjà à des niveaux relativement bas et que ça fait plusieurs mois qu'on souffre. Mais on sent qu'il manque
cette confiance. Et alors clairement, il manque aussi les sauveurs, les oui. banques centrales et le niveau fiscal. Ouais. Et quel va être le déclencheur alors? Enfin, qu'est-ce qui peut être un déclencheur d'un retour de la confiance des investisseurs, d'un moindre pessimisme? Parce que comme vous le disiez, en mars 2020, on a eu, c'était la love story, banque centrale et budgétaire, tous ensemble, on y va et ça repart. On n'y a pas cru tout de suite en 2020. On a quand même passé plusieurs mois à attendre encore des mauvaises nouvelles. Et puis au final, c'est tellement monté que tout le monde s'y est mis. C'est raccroché au wagon. Je pense qu'il faut trois choses. Et là, il y a des risques que ça ne se passe pas. Mais il faut que les chiffres d'inflation commencent à baisser, surtout aux États-Unis. Ça peut être petit, mais il faut que ça aille dans la bonne direction et que ça dure plusieurs mois. Et là, on a un risque clairement avec le confinement de Shanghai, donc à surveiller, pas que ça baisse 3 mois et que ça reprenne. On peut avoir une Fed qui n'était pas si dovish hier soir, qui n'a juste pas suivi les extrêmes hawks du marché, qui a 3 fois 50 points de base de suite, ça me paraît pas très dovish. Mais ils peuvent peut-être en juillet devenir un petit peu plus dovish. Donc si on a avril, mai, juin, des données qui commencent à baisser un peu, demain on a les chiffres de l'emploi, il ne faut pas qu'ils soient trop forts. Mais s'ils sont trop faibles, on va s'inquiéter de la croissance. Donc, il faut vraiment ce juste milieu. Donc, il faut que les banques centrales admettent qu'à un moment, dans la deuxième moitié de l'année, elles vont regarder la croissance. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a un marché qui price des baisses de taux de la Fed en Q4 2023, alors qu'on est encore en train de faire des hausses de taux au Q1. Donc, c'est monter pour dire qu'on est monté. Et puis, 6 mois plus tard, on doit rebaisser. Et puis, une amélioration forcément géopolitique avec l'Ukraine et la Russie qui pourrait au moins faire calmer un petit peu les matières premières, à voir si la Chine reprend et que ça s'équilibre sur les matières premières. Mais il faudrait au moins un des trois, voire les trois. C'est le mur des craintes, quoi. Oui, c'est trois très grosses craintes. Un gros mur des craintes qu'il va falloir escalader, grimper. Je reviens toujours aux banques centrales, là, parce que je vous écoute, Nicolas, et j'entends effectivement dans les hypothèses que formule Esti, l'idée que tout le monde a cet espoir qu'à un moment, la Fed, l'inflation permettra à la Fed d'être un peu moins stressée, peut-être, et puis que surtout, la décélération de l'économie américaine que tout le monde attend, fera que le focus de la Fed bascule peut-être un peu plus sur l'autre partie de son mandat, qui est celui de la croissance et de l'emploi. Mais si on a cette décélération de l'économie américaine avec une inflation qui reste, je sais pas, à plus de 5% par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Mais la croissance américaine, elle est booming, je disais, le taux de chômage est super bas. Donc avant de voir vraiment une remontée de taux de chômage, il y a un peu de temps. Ça peut aller vite. Je pense que ça prendra un peu plus. Je pense que ça prendra du temps. Et quant à le pic d'inflation que vous avez évoqué, d'aucuns l'attendent depuis un certain temps. Et on l'a vu, et je crois que faut faire preuve de modestie collective, que la prévision de l'inflation, au moins à court terme, est une matière complexe. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la politique industrielle, pour faire le lien avec l'inflation. Je trouvais ça très juste. Vous avez parlé déjà le risque de l'inflation et les révoltes, la tension sociale, les pays émergents. Je souscris complètement à ce qui a été dit. Il y a un pays déjà qui en a fait les frais, c'est le Sri Lanka. Il y a d'autres pays, je pense évidemment à l'Égypte et à toute une autre série de pays. La hausse des prix de la nourriture, de l'énergie, va amener à des risques de tension et potentiellement d'événements de crédit qui sont d'ailleurs anticipés par le marché, mais c'est un point important. Et alors, ce que vous avez dit, c'est oui, mais la grande réponse à ça va être des grandes politiques industrielles, ce que je trouve très intéressant. Je voulais juste apporter 2 bémols par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il faut se souvenir qu'aux États-Unis, il y avait ce souhait de faire un grand plan d'infrastructure que visiblement, il était impossible d'implémenter. Donc j'ai l'impression qu'il y a un hiatus entre ce que l'on veut faire et ce qu'on arrive à implémenter. Et visiblement, j'écoutais un économiste américain, et visiblement, c'est compliqué. Il y a toute une série de normes, les unions, il y a plein de choses. C'est pas facile à faire. Donc, est-ce qu'on peut y arriver vraiment? Et la deuxième chose, c'est que si on y arrive, et par rapport à ce que vous avez dit sur l'aspect énergétique, l'implication de ça, c'est pas forcément moins d'inflation. Parce que cette transition énergétique, en tant que telle, est inflatoire. Du coup, on reste, et je fais le lien avec ce que vous avez dit, j'essaie de faire le lien avec les deux, peut-être qu'il y a l'inflation qui peut baisser, certes, mais elle baisse pour aller où? Est-ce qu'on va revenir, si vous voulez, à 2% d'inflation? C'est ça ma question. Eh bien, moi, je crois qu'on ne va pas revenir à 2%. Bon, très et donc, si on ne vient pas à 2%, donc on apprendra à vivre avec 3% d'inflation. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment, la Fed va s'arrêter. Oui, certainement. Le but n'est pas de revenir à 2% d'inflation.
Ah, parce que 2% d'inflation, c'est 4-5% de taux directeur. Non, mais ça, qu'il faut. Oui, non, mais Bah ça, oui, c'est- mais au moins ça, Non, mais de toute façon, ça c'est met pas les la choses Fed, sur la table. c'est pas la Fed qui contrôle le niveau d'inflation. Il y a des gens, enfin, c'est voilà. Après, il y a des extrémistes qui vous parlent de 4-5%. Et vous avez parfaitement raison. Je rejoins. C'est déjà très hawkish ceux qui font 3 fois 50 points de base. C'est déjà. Laissons de voir comment le marché va digérer ça. C'est déjà très très hawkish. Donc, c'est déjà très hawkish. Maintenant. Voilà, l'inflation, elle va rester un peu plus élevée et c'est déjà anticipé par les marchés financiers, tout simplement. Sur la Chine, là, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Bon, zéro Covid, zéro croissance, effectivement. Est-ce que les bougées qu'on a compris ou constatées dans la zéro Covid policy de la Chine, donc test tous les 48 heures pour pouvoir bouger, garder un peu de mobilité et de consommation éventuelle, est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que c'est pas suffisant? Parce que l'équation est assez simple. Enfin, tous les efforts de relance et toute la volonté de relance, c'est très bien. Mais si effectivement il y a Shanghai confiné et pourquoi pas d'autres demain, ça rend quand même l'efficacité des mesures très limitée. Alors, ce qu'on a vu, c'est pas forcément le comment, et je pense pas qu'ils vont alléger les règles. Ils ont vraiment, ils y tiennent à ce zéro Covid. Il y a une question de crédibilité. Oui, c'est il y a une confirmé par le question de bureau fierté. politique. Oui. Là, dans l'ordre, ils ont dit d'abord zéro Covid, ensuite croissance économique. Donc, les priorités, elles sont très claires. Ce qu'on a vu, et j'ai un blanc sur le nom de la ville, avant Shanghai, ils ont commencé à confiner, à tester beaucoup plus tôt, des 6-10 cas. Shenzhen peut-être, je crois qu'il y a eu des confinements à Shenzhen. Et en quelques semaines, ils ont pu faire ça beaucoup mieux, alors que Shanghai, ils ont attendu beaucoup plus, et forcément avec Omicron, on s'en sort pas. Là, Beijing, alors c'est peut-être un peu plus psychologique que vraiment pratique, ils essayent de faire ça, de s'y mettre plus tôt. Maintenant, est-ce que ça aide quand on voit Omicron, quand on voit maintenant qu'on a les sous-variants 4 et 5 qui sont encore plus contagieux, ça paraît compliqué. Et puis c'est vrai que pour le moment, ils parlent beaucoup de relance économique et d'importance. Ils n'ont pas fait tellement. Là où on peut se demander, c'est peut-être au niveau régulatoire de se dire, dans ce contexte-là, ils vont peut-être quand même un tout petit peu moins essayer d'effrayer les marchés locaux pour l'épargne locale. Clairement, les titres sur le marché américain ne les inquiètent pas. Est-ce que là, on pourrait avoir au moins une petite accalmie? Oui. Est-ce que ça suffirait pour redonner confiance au marché? Je pense qu'on a vraiment besoin de voir des mesures plus claires pour la croissance chinoise et la relance. Alors, c'est une inquiétude de plus, à mon avis, pour la croissance européenne, ce ralentissement chinois. C'est surtout une inquiétude de plus pour l'inflation partout. Si on commence à se dire, voilà, on parlait de pic d'inflation ou pas, on a quand même certaines indications que tous ces goulets d'étranglement ont commencé à s'améliorer depuis quelques mois, très lentement, et là, ça reprend. Ça peut repartir. Et en fait, on a vraiment besoin que Shanghai rouvre. Alors là, on entend que la plupart de la production commence à rouvrir, que c'est en train de s'améliorer un petit peu, que le shipping a un petit peu repris. Donc, on n'est pas dans les premières semaines où c'était complètement fermé. Mais ça rajoute en fait un dilemme supplémentaire, de nouveau, inflation et moins de croissance. Et là, je pense que pour l'Europe, c'est encore pire. Ouais. Bon, je ne suis plus un économiste, mais je disais, c'est à peu près l'équivalence. Un mois de confinement à Shanghai, au regard du poids économique de la ville, c'est 0,5 points de PIB en moins sur l'année pour la Chine. Donc ça va vite, ça se dégrade. Oui, on a déjà sur Wall Street, on a des attentes à 4,2, 4,3 au lieu de 5,5. Et puis plus les semaines passent, je pense que... Est-ce qu'ils vont afficher un chiffre à 4 ou en dessous? Non. Mais est-ce que les attentes non chinoises vont baisser au fil des semaines? C'est tout à fait probable. Qu'est-ce qui vous revient de la dynamique d'activité en Chine et en Asie, au sens large, chez Tikeo Thomas, pardon, un petit truc qui m'a fait marrer, non, mais depuis 2 trimestres, la croissance du Vietnam, par exemple, supérieure à celle de la Chine. En fait, il se passe ce qui se passe un peu partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que ça disperse, il y a de la dispersion partout. La Chine, déjà l'objectif de croissance chinoise à 5%, c'est l'objectif le plus bas depuis, je crois, le début du 21e siècle. Donc, 5,5.
5,5, pardon. Non, mais Bon, même ça, c'est quand même le plus bas. ça reste le plus bas. Et donc, on le fera probablement pas. Je pense qu'il ne faut pas espérer que la Chine revienne sur des niveaux de croissance, on va dire, des décennies précédentes. Hein. Clairement, la Chine a rattrapé son retard sur les autres économies avec une politique aussi de croissance à tout prix qui montre ses limites aujourd'hui, puisque leur priorité maintenant, c'est d'adresser le problème environnemental, c'est d'adresser les inégalités, là pour le coup aussi, et puis c'est de réduire leur dépendance au dollar américain. Et ça passe par une croissance plus faible dans les trois cas, donc plus durable, plus faible. Donc finalement, ce qu'ils font de manière politiquement, on va dire, conduit politiquement, c'est ce que... C'est l'équilibre qu'on cherche à trouver de manière démocratique, pour dire les choses. Ceci dit, comme partout ailleurs, il y a des méga tendances qui se dessinent avec probablement donc le futur de l'économie pour les prochaines décennies dans un monde moins mondialisé. C'est une croissance globalement plus faible, mais des méga tendances qui concentrent des poches de croissance très fortes pour une croissance globale qui sera peut-être un cran en dessous. Ouais. Et alors en Chine, pour le coup, ce qui est assez sympathique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, le gouvernement chinois est assez bon pour orienter les investisseurs en disant c'est là qu'il va y avoir de la croissance, donc nous, c'est là qu'on va mettre des moyens. Et donc non seulement ça serait bien que vous le fassiez aussi, mais en plus, si vous le faites, dans d'autres secteurs, vous allez être sanctionné, quoi. Donc, sur la dynamique chinoise, Nicolas, tout le monde est toujours inquiet sur la Chine, hein, mais c'est... En termes de niveau d'inquiétude, on en est où là chez Candriam ? Je rejoins ce qui était dit sur la croissance. Je voudrais juste rajouter un élément. Donc nous, on est investisseurs obligataires, on investit dans la dette, on peut investir dans la dette chinoise. Et je voulais faire un parallèle quand même avec la Russie et aussi rebondir sur ce que vous avez dit, à savoir, vous avez dit, oui, c'est bien les régimes autoritaires. Moi, je trouve... Non, pas les régimes autoritaires, mais enfin, il y a vision long terme. Oui. Il y avait quand même un peu l'idée, pendant quelques années, un grand nombre je vous le d'années, confirme, et bien aussi sûr. des Chinois, qu'un régime autoritaire avait cette capacité, sans doute, d'orienter à long terme les investissements. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que cette histoire de confinement, elle est ridicule. Hein. Complètement. C'est ridicule ce qu'ils font. Et qu'aujourd'hui, les régimes autoritaires ne sont pas challengés, ne peuvent pas être challengés par leur population. Or, la population, aujourd'hui, elle bout. Et donc, moi, je me dis juste en tant qu'investisseur, plus que jamais, nous, on intègre des critères ESG. Ouais. Et plus que jamais, juste les critères financiers ne suffisent pas. Sinon, il aurait fallu être en masse sur la Russie. Mais ce que je vois quand même, c'est deux régimes autoritaires qui, en cette année 2022, n'offrent pas, d'un point de vue politique, je dirais, des images très rassurantes pour l'investisseur. Et donc, moi, je me pose encore beaucoup de questions là-dessus. Donc, certes, oui, je rejoins tout ce que vous avez dit, mais pour moi, aujourd'hui, la Chine, qui veut être une réserve, une devise de réserve majeure, qui est la deuxième économie mondiale, on peut revenir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, je sais que d'un point de vue action, c'est très cheap, c'est très bon marché. D'un point de vue dette, les taux ont fortement baissé. Mais la question qui se pose, c'est quand même celle de la gouvernance, de la reconduction du président Xi, et aussi de qu'est-ce que fait l'Occident vis-à-vis de la Russie, puisqu'on est encore une guerre aujourd'hui au port de la Russie. Et donc pour moi, ce climat-là, cette incertitude-là, me rend encore perplexe pour investir sur la Chine massivement. Et donc sur le renminbi, moi je serais prudent. Ah ben, il a déjà baissé de 3-4% là, de manière très très rapide. Et vous imaginez que dans le monde qui se dessine, oui, le flux d'investissement étranger vers la Chine ne soit plus le même que ce qu'on a connu précédemment. Je vais répondre pour... Certains investisseurs estimeront que ça n'est plus investissable au regard des critères ou des objectifs qui se sont fixés. Je vais répondre pour l'investisseur obligataire, puisque la Chine est rentrée dans les indices et a augmenté au fur et à mesure dans les indices obligataires mondiaux, qui est une part importante. La Russie était une part importante des indices émergents. On a vu qu'en un mois, ces indices sont sortis, y compris des indices, je ne vais pas te dire qui, parce que je ne serais pas méchant, d'indices qui étaient ESG et qui mettaient la Russie dedans. Donc ce que je veux dire, je pense que la croissance économique chinoise et la stratégie long terme, vous avez raison, elle ne va pas disparaître. Par contre, est-ce que les investisseurs vont regarder à deux fois, surtout ceux qui intègrent des critères ESG ? Je pense que oui. Oui, ça dessine un nouvel ordre monétaire ou de ce point de vue-là. Oui, vous acquiescez, Thomas ? Ah bah complètement. Typiquement, on n'a pas investi ni en Russie ni très 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 peu en Chine
pour ces raisons-là, il y a des critères dans nos critères ESG qui ne matchent pas, notamment les critères de gouvernance. Ceci dit, il y a des endroits où il y a du mieux. En Chine, il y a du mieux sur certains critères, hein, notamment les critères environnementaux. Mais voilà, c'est encore... après, quand on dit il ne faut pas s'attendre à un retour des capitaux vers la Chine, on est très occidentalo-centré. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un retour de capitaux Oui. sur la Chine de la part d'investisseurs occidentaux. Oui. Maintenant, il y a quelque chose quand même... on rentre dans un nouveau paradigme probablement post-Covid, post-crise en Ukraine. C'est que c'est le retour de 2 blocs, un bloc Est, un bloc Ouest, avec un bloc Ouest de démocratie... et on est tous très contents de pouvoir dire ce qu'on veut à la télé, etc. Donc, ce n'est pas ça le sujet du tout. Hein. Mais un bloc Est qui fonctionne sur d'autres bases et qui va probablement se structurer autour du renminbi. C'est ça. Et chacun aura ses sources de financement propres d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait quand on est directrice des investissements de Flowbank, Esti? Non, mais déjà, où est-ce qu'on est confortable quand il faut quand même déployer peut-être un peu d'argent? Est-ce qu'il faut être très, très en retrait, très en retenue? Qu'est-ce qui guide là vos idées d'investissement? Je pense que ça dépend de ce qu'on a fait sur les 6 derniers mois, parce que c'est toujours facile de réfléchir aujourd'hui. Donc, si on a 100% cash aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comparé à si on est investi et qu'est-ce qu'on a fait les derniers mois? Et puis, quel horizon d'investissement est-ce qu'on regarde? Sur les 2-3 prochains mois, je ne fais pas grand-chose parce que j'attends un petit peu plus d'informations. Je pense qu'on est arrivé, et ça on l'a un petit peu vu hier, même si les marchés baissent de nouveau aujourd'hui, on est peut-être au pic du hawkishness de la Fed, ou en tout cas de l'interprétation des marchés de ce que la Fed allait faire. Je ne crois pas qu'on pouvait pricer plus que ça. Il a écarté 75 points de base déjà. C'est la première étape. Est-ce que plus tard, à partir de juillet ou même de septembre, on commence à calmer un petit peu? On l'espère. Je ne suis pas sûre si tout le monde est aligné avec ça, mais donc on attend un petit peu juste de voir cette évolution. Pour moi, si soit l'inflation ne baisse pas du tout ou remonte, peut-être à cause de la Chine, à cause de la guerre ou autre, ça commence à changer le scénario. Si d'ici juin, juillet, la Fed n'admet pas qu'à un moment, elle va quand même devoir regarder la croissance et reste... parce qu'il a presque renforcé son discours contre l'inflation hier soir. Il y a eu une phrase un peu mieux, donc on a enlevé les 75, mais sinon, c'était vraiment on va combattre l'inflation. Oui. Ça peut changer encore un petit peu les choses, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas le soulagement à un moment ou à un autre dans la deuxième moitié de l'année. Là, je pense que ça sera... Alors, un peu tard, mais aujourd'hui, est-ce que c'est le moment de baisser les poses des actifs risqués? Pas forcément. On a déjà pris pas mal de baisses, on a allégé un petit peu, on a plus de cash. On a certains secteurs qui marchent, parce qu'on a quand même croissance moins, mais tout ce qui est value, qui a quand même bien mieux résisté, voire bien performé pour certains secteurs. Et après, s'il faut réajuster, je pense que ça sera douloureux de toute façon le prochain mois et demi. Ouais. Ça, on s'y attend. Si après ça, on sent que ça ne va pas du tout progresser, il va falloir peut-être envisager cette nouvelle jambe à la baisse. Oui, d'accord. Et là, ça serait un scénario un petit peu plus inquiétant. Ouais. Bon. 2 chemins qui se dessinent pour l'instant et on attend d'y voir plus clair. Sur la partie obligataire, parce que oui, effectivement, l'agressivité des banques centrales, la normalisation, il faut y aller, etc. Mais le marché a déjà beaucoup corrigé, vous le disiez vous-même aussi. Est-ce que déjà, pour des investisseurs obligataires, il y a des points d'entrée intéressants sur la courbe américaine, sur, je sais pas... Alors, votre prudence et votre sagesse est partagée par beaucoup d'investisseurs, et même les investisseurs obligataires disent c'est peut-être un peu tôt. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir le meilleur timing. Maintenant, si on prend un peu de recul, le premier trimestre a été l'un des pires trimestres de performance sur les obligations et sur les sorties des investisseurs en termes d'obligations. Le pire. Aujourd'hui, on a les actions même. Pire que certains indices actions. Donc, ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est qu'aujourd'hui, on a des yields, des rendements à maturité qui commencent à être attractifs. On peut avoir du 6, du 7% aux États-Unis. Vous avez des papiers courts qui vous offrent du 4-5%. Donc, oui, ça commence à être intéressant. Et moi, je pense que dans les 6 mois, alors je ne peux pas vous dire le timing parce que ce n'est pas évident. Et en effet, je rejoins, est-ce qu'il faut attendre la baisse de l'inflation? Moi, j'attends aussi, il faut que la BCE monte les taux. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a une très belle opportunité pour investir sur les obligations. Parce que quand vous regardez aujourd'hui
un graphe que mes collègues à cette allocation me montraient pendant des années pour me dire qu'il ne faut pas investir sur les bonds, le dividend yield et l'equity yield. Le dividend yield et le bond yield, pardon. Eh bien aujourd'hui, le rendement obligataire qui est offert est plus attractif que le rendement action. Et donc je pense qu'à un moment donné, welcome back. Ouais, c'est ça. Et revenez, et je pense qu'il va falloir revenir sur les obligations, parce que des obligations d'État américaines qui vous offrent du 3 ou du 3,5, des papiers courts de bonne qualité qui vous ouvrent du 4-5%. Alors vous allez me dire, c'est plus bas que l'inflation. D'accord, mais c'est quand même pas si mal dans un monde incertain, où la croissance peut ralentir, où on a une guerre aux portes de l'Europe, et où il y a énormément de risques. Et donc moi, je pense que oui, les investisseurs vont revenir. C'est vrai qu'il y a encore de la tension. Même si le scénario de croissance est encore plus délétère que ce qu'on imagine, ce sera bien d'être sur cette partie obligataire. Voilà, maintenant je pense qu'il est encore trop tôt pour venir sur les obligations européennes, mais les obligations américaines commencent à être intéressantes. Ouais. Bon. Vous attendez la hausse de la BCE pour y voir plus clair. Non mais c'est ça. Là, oui, tout à fait. Cette non-matérialisation de la hausse de taux vous bloque un peu encore. Oui, je pense que c'est un peu un accouchement dans la douleur. Ouais. Et ça va être difficile, mais ils vont y arriver. Ce que j'espère juste, c'est que la hausse de Christine Lagarde ne sera pas aussi célèbre que la dernière de Trichet. Chaque fois, c'est en juillet. 2008, 2011, on verra. 2022, il y a un meeting le 21 juillet. Bon, sur la partie investissement, est-ce qu'on est toujours, comme depuis 2 ans chez vous, concentré sur l'idée inflationniste, avec tout ce que ça implique, matières premières, on l'a vu, être à l'écart de l'obligataire, etc. Ou est-ce que cette idée-là, je ne sais pas, elle est un peu plus mitigée aujourd'hui C'est pas être à l'écart de l'obligataire, parce c'est juste être sélectif. Donc, encore une fois, cette dispersion, est la bienvenue, on va dire. Mais clairement, si on prend d'ailleurs juste sur les 6 derniers mois sur le marché du high yield, parce que c'est plutôt là où on est, c'est même là où on est actif chez Tikehau, on a eu un doublement du rendement de l'indice high yield européen entre septembre 2021 et aujourd'hui. Donc on est passé de 2,30 à 5,50, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça devient intéressant. Ouais. Aux États-Unis... c'est quoi? C'est des rendements qui correspondent à des moments de stress qu'on a déjà connus dans le passé? C'est déjà... Oui, ouais, c'est un mix de liquidité qui est pas très bonne, de stress. Alors, nous, on reste toujours quand même très prudent sur la duration. On ne sait pas trop. Par contre, le risque de crédit... Alors, il n'y a pas eu en plus d'événements de crédit particuliers, parce que les entreprises ont été quand même très soutenues pendant la crise de la Covid. Donc ça s'est fait sans événement de crédit particulier. Donc ça veut dire que c'est uniquement un effet taux pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on reste encore assez méfiant. Mais ceci dit, il y a des opportunités sur les stratégies duration courte, par exemple, avec un portefeuille majoritairement investment grade. Vous arrivez aujourd'hui à faire du 3% avec une duration de 0,7. Ça, c'est intéressant, mais à condition d'être sélectif. Et aux États-Unis, c'est pareil. On parlait tout à l'heure, le nombre de... Oui, sur le high yield américain, oui, c'est ça. Ça, donc c'est l'encours qui traite à moins de 70% du pair, donc ce qui est une des définitions du distress, a doublé depuis le début de l'année, là, pour le coup, depuis le 1er janvier. D'accord. Donc là aussi, quand on est sélectif, il y a des choses à faire. Ouais. Sur les classes, il nous reste 1 minute, mais je voulais qu'on dise un mot des classes d'actifs alternatives, type private equity. Là aussi, Tikehau, vous êtes présent là-dessus. Il faut attendre. On voit. Alors, l'avantage des marchés liquides, c'est qu'on voit l'ajustement des prix seconde par seconde. Ouais. Dans le private equity, moins. Oui. Il faut attendre un ajustement aussi des prix, des leviers, des valos. Oui, le private equity n'est pas en lévitation au-dessus du cycle. L'augmentation des taux va comprimer les multiples. Et puis, les résultats opérationnels des sociétés vont souffrir de l'augmentation des coûts, la baisse des revenus, etc. Donc, ça sera pas différent. C'est juste que les gros avantages, on trouve, du private equity, il y a aussi des inconvénients, mais le gros avantage, c'est quand même la puissance de la due diligence. C'est-à-dire que quand vous faites un deal de private equity, vous avez plusieurs mois d'études approfondies de la société que vous ne pouvez pas forcément faire sur le côté, en tout cas pas aussi approfondi. Et puis ensuite, c'est la capacité à apporter pas seulement du capital, c'est-à-dire que vous apportez du capital, mais vous apportez aussi de l'expertise, du réseau, ce qui est plus compliqué à faire dans le côté. Et puis, c'est comme dans le côté, c'est-à-dire qu'il y aura probablement une concentration de la croissance sur des méga tendances. Donc, il faudra juste bien choisir ces... On financera plus les mêmes choses avec le private equity, quoi. Probablement. Ouais.
Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo IM, Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candriam et Esti Dweck, directrice des investissements de Flowbank, étaient avec nous en plateau ce soir.